Le X-mannequin qui rançonnait les millionnaires. L'accroche. Elle a posé pour les couvertures de Pantouze et de Playboy. Elle affichait, sur les réseaux sociaux, une vie glamour, en appartements de luxe et voitures de sport. Mais derrière ce vernis scintillant se cachait, selon les enquêteurs, un tout autre visage, celui d'une femme accusée d'avoir méthodiquement dépouillé des hommes fortunés rencontrés sur des applications de rencontres. Aujourd'hui, elle se retrouve derrière les barreaux, sans possibilité de libération sous caution, après avoir apparemment brisé les règles une fois de trop. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Son ex-fiancé, une figure milliardaire de l'immobilier californien, se retrouve lui aussi rattrapé par cette affaire. Je vais vous raconter aujourd'hui comment un système de séduction soigneusement rodé s'est effondré, victime après victime. Restez jusqu'au bout, parce que les écoutes téléphoniques depuis sa cellule de prison vont littéralement anéantir sa défense. Bienvenue dans Sidébar. Je suis Jessie Weber. Le portrait d'une prédatrice présumée. Nous suivons cette affaire depuis plusieurs mois maintenant. Son nom, Adva Levy, également connu sous le pseudonyme de Mia Ventura. 29 ans. Une carrière de mannequin qui l'a menée jusqu'au plus grand magazine pour adultes des États-Unis, et qui, selon les enquêteurs du comté de Los Angeles, aurait servi de vitrine à un tout autre business. L'histoire commence à faire du bruit lorsque le poste de police de Malibu Lost Hills publie un bulletin d'alerte spécial la concernant. Selon ce document, la suspecte serait impliquée dans une série de cambriolages résidentiels à travers tout le comté de Los Angeles, ciblant systématiquement des hommes plus âgés et fortunés, en se faisant passer pour une petite amie ou une compagne rencontrée sur des applications de rencontres. Le bulletin inclut même des photos des véhicules qu'elle conduisait habituellement, un SUV Porsche noir, une berline Mercedes-Benz blanche. Le signe, déjà, un train de vie qui semble largement dépasser les revenus d'un simple mannequinat. Les autorités finissent par l'interpeller. 6 chefs d'accusation criminels, usage non autorisé d'informations personnelles à 2 reprises, vol qualifié à 2 reprises, et cambriolage résidentiel au premier degré, dont une occurrence avec présence de la victime sur les lieux, une circonstance aggravante. Elle plaide non coupable. Elle est libérée sous caution, équipée d'un bracelet de cheville électronique. Mais ce n'était, semble-t-il, que le tout début de l'histoire. Le scénario se répète. Fin juillet, nouvelle arrestation. Cette fois, un mandat émis par un tout autre comté, celui de Riverside, où elle est désormais poursuivie pour vol qualifié. Selon une déclaration de mandat d'arrêt obtenue par la presse locale. Un homme raconte l'avoir invitée chez lui pour l'accompagner au célèbre festival de musique de Coachella l'année précédente. Il affirme qu'elle aurait profité de la situation pour dérober une montre Rolex évaluée à plus de $8 600, une paire de lunettes Louis Vuitton à $700, et un porte-carte de la même marque, estimé à $1 800. Mais ce n'est encore rien comparé à ce que révèlent ensuite des documents judiciaires obtenus par une chaîne de télévision locale. Le procureur affirme que Levy entretenait une relation avec un homme de 78 ans, qu'elle aurait, selon leurs termes, littéralement dépouillé. Le montant du préjudice donne le vertige, plus de $17 000 en liquide, pour environ $100 000 de vêtements de marque, et plus de $40 000 en pièces d'or. Et voici le détail qui va se retourner contre elle. Les enquêteurs affirment qu'elle aurait ensuite publié une vidéo TikTok, une simple visite de son appartement pour ses abonnés, sur laquelle on distinguerait, dans sa penderie, une partie des vêtements volés. Mais l'histoire prend une tournure encore plus troublante. Toujours selon cette même chaîne de télévision, Levy aurait raconté à cet homme de 78 ans que sa mère venait de décéder, et qu'elle avait besoin de $25 000 pour couvrir les frais funéraires. Elle se serait alors rendue dans son pays natal, Israël, où elle aurait été photographiée aux côtés de sa mère. Bien vivante. Le bracelet disparu, rappelez-vous ce bracelet de cheville électronique, censé garantir sa présence et sa surveillance pendant toute la durée de la procédure. Selon les procureurs, elle l'aurait tout simplement retiré. Un geste qui lui vaut une accusation supplémentaire, cette fois pour violation d'une ordonnance du tribunal. Face à la gravité croissante de son dossier, ses avocats tentent alors une manœuvre juridique, obtenir son placement dans un programme de déjudiciarisation, c'est-à-dire l'orienter vers un traitement en santé mentale plutôt que vers une sanction pénale classique. Leur argumentation. Elle aurait été victime d'abus physiques et sexuels par le passé, aurait été soumise à un trafic sexuel, et souffrirait aujourd'hui d'un syndrome de stress post-traumatique. Des experts en santé mentale sont mandatés pour l'évaluer, et un rapport est soumis au juge. Mais voici où l'histoire bascule véritablement, le juge, lui, va commencer à sérieusement remettre en question sa sincérité. Le juge ne la croit pas, les documents déposés par la défense affirmaient que chacune des victimes présumées de Levy lui aurait fourni, de son plein gré,
d'importantes quantités de drogue et d'alcool. Une affirmation que le juge va qualifier, sans détour, de tout simplement fausse. Le tribunal tranche, son état mental n'a joué absolument aucun rôle dans les crimes qui lui sont reprochés. Un échec cuisant pour sa stratégie de défense. Et ce n'est pas tout. Le tribunal refuse également de lui accorder une nouvelle libération sous caution. Un enregistrement téléphonique effectué depuis sa cellule de prison ayant révélé qu'elle évoquait ouvertement la possibilité de fuir vers Israël. Une journaliste présente dans la salle d'audience rapporte que Levy semblait bouleversé pendant l'audience, multipliant les gestes vers ses amis venus la soutenir dans la galerie du public. En quittant la salle, elle se serait même retournée vers eux pour leur lancer « Merci d'être venus. Je vous aime ». Une scène presque théâtrale, qui contraste violemment avec ce que les enquêteurs s'apprêtent à révéler. Le milliardaire dans la tourmente, voici le rebondissement qui va faire basculer cette affaire dans une toute autre dimension. Parce que l'ex-fiancé de Levy n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Stephen Klubeck, 64 ans, figure emblématique de l'immobilier californien, et milliardaire. Un nom loin d'être anonyme dans l'État, il avait même annoncé, à un moment donné, sa candidature au poste de gouverneur de Californie, avant de finalement se retirer de la course et d'apporter son soutien à un autre candidat, dont la carrière politique s'est elle-même effondrée par la suite sous le poids d'accusations distinctes. Mais revenons à Levy. Avant sa relation avec Klubeck, elle avait été mariée à un acteur de film pour adultes. Ce divorce se finalise, selon la presse, quasiment au même moment où elle se fiance avec le milliardaire. Et voilà que Klubeck lui-même se retrouve arrêté au mois de mai, inculpé de 3 chefs d'accusation pour tentative de dissuasion d'un témoin, et un chef d'accusation pour appel téléphonique harcelant. Les procureurs affirment que Klubeck aurait contacté un avocat, l'aurait insulté, menacé, ainsi que sa famille et ses biens. Des documents judiciaires indiqueraient qu'il aurait tenté de convaincre 3 victimes présumées, des hommes, de ne pas témoigner contre Levy. Il plaide non coupable, et est libéré sous une caution de $300 000. Son avocat dément fermement toutes les accusations portées contre lui. Levy, qui vivait jusque-là dans le manoir de plusieurs millions de dollars de Klubeck, aurait déménagé après son arrestation. Leurs fiançailles auraient été rompues. Et selon la presse, il ne financerait plus non plus ses frais d'avocat. L'analyse juridique, qui juge en premier. Avec des accusations désormais réparties entre plusieurs comtés, Los Angeles et Riverside, une question juridique complexe se pose. Qui aura la priorité pour la juger? Selon les experts, en règle générale, c'est la première juridiction à avoir déposé ces charges qui obtient la priorité. Mais dans ce cas précis, la majorité des accusations et des victimes présumées se concentrent à Los Angeles, ce qui incite naturellement les procureurs à y faire juger l'affaire en priorité, où ils disposeraient d'un dossier considérablement plus solide, avec un nombre bien plus élevé de victimes potentielles prêtes à témoigner. Quant à la stratégie de déjudiciarisation tentée par sa défense, les spécialistes du droit pénal californien sont unanimes, ce type de programme, bien qu'existant, reste extrêmement rare dans les affaires de vol, contrairement aux affaires liées à la conduite en état d'ivresse ou à la possession de stupéfiants, où on le rencontre bien plus couramment. Le problème central, selon eux, le lien de causalité. Même en admettant l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique, quel rapport établir entre ce trouble et le vol systématique d'hommes fortunés rencontrés sur des applications de rencontres? Un vide argumentatif que le tribunal n'a manifestement pas manqué de relever. Les écoutes qui trahissent tout, voici sans doute l'élément le plus accablant de tout ce dossier. Pendant sa détention, plusieurs appels téléphoniques entre Levy et son ex-mari, l'acteur de film pour adultes, sont enregistrés, comme le sont systématiquement tous les appels passés depuis une prison. Sur ces enregistrements, les 2 ex-conjoints se parleraient avec une tendresse manifeste, surnoms affectueux, déclarations d'amour répétées. Un problème majeur pour sa défense, qui tentait précisément de la présenter comme une victime, notamment des abus infligés par cet homme. Difficile de soutenir une telle narrative lorsque les enregistrements révèlent une toute autre dynamique, une femme qui semblerait presque se vanter, sur ces mêmes appels, d'avoir profité de ses victimes présumées. Et le détail qui a probablement scellé le sort de sa demande de libération, ces mêmes enregistrements évoqueraient la possibilité, pour elle, de fuir vers Israël. Un principe fondamental du système judiciaire américain, souvent méconnu des accusés eux-mêmes, les communications passées depuis un établissement pénitentiaire ne bénéficient d'aucune confidentialité. Un fait que de nombreux détenus semblent régulièrement oublier, au grand bénéfice, ironiquement, des procureurs. Quelle défense lui reste-t-il? Face à l'accumulation des preuves, quelle stratégie reste-t-il à Levy? Selon les spécialistes qui suivent ce dossier, ces options semblent de plus en plus limitées.
Si chacune des victimes présumées se présente au tribunal et livre un témoignage cohérent avec celui des autres, récit similaire d'un vol de montres, de bijoux, d'argent liquide, après avoir été invitées dans leur domicile, il devient extrêmement difficile d'imaginer un acquittement. Certains observateurs évoquent même la possibilité qu'elle accepte de témoigner contre son propre ex-fiancé, Stephen Klubeck, dans l'affaire d'intimidation de témoins qui le vise. Une stratégie classique, plaider coupable, mettre la sentence en suspens, et coopérer avec l'accusation en échange d'une possible réduction de peine. Une question demeure également en suspens, aurait-elle intérêt à témoigner elle-même pour sa propre défense? Sur ce point, les avis des experts sont unanimes, un contre-interrogatoire mené par l'accusation, confrontant méthodiquement chacune de ses déclarations à d'éventuelles contradictions ou incohérences déjà relevées par le tribunal, représente un risque considérable pour sa crédibilité déjà largement écornée. Au total, si elle est reconnue coupable des accusations de vol portées à Los Angeles, Adva-Levy encourt une peine pouvant atteindre 11 années de prison. Le chef d'accusation le plus lourd, le cambriolage résidentiel au premier degré, est en effet considéré, dans la législation californienne, comme un crime avec violence, même en l'absence d'effraction physique, du moment que l'intention de commettre un délit était présente dès l'entrée dans le domicile. Une indulgence qui touche à sa fin, un dernier détail mérite d'être souligné, selon la presse locale. Levy aurait été réprimandé par le tribunal à au moins 2 reprises pour non-respect des conditions de sa libération sous caution, sans que cela n'entraîne, à l'époque, de conséquences réelles. De simples avertissements. Une indulgence que certains observateurs qualifient, non sans ironie, de traitement de faveur habituellement réservé à des profils bien particuliers. Mais cette clémence, visiblement, touche aujourd'hui à sa fin. Le tribunal ayant désormais refusé toute nouvelle libération sous caution. Elle devrait rester détenue jusqu'à l'issue de son procès, que ce soit par un accord de plaider coupable, ou par un verdict rendu par un jury. Cette affaire illustre, à sa manière, un scénario que la justice américaine voit malheureusement se répéter, la manipulation de la confiance et du sentiment amoureux à des fins purement financières, ciblant méthodiquement des victimes jugées vulnérables par leur âge ou leur fortune. Rappelons-le, à ce stade, il ne s'agit que d'allégations. Adva-Levy et Stephen Klubeck restent présumés innocents jusqu'à preuve du contraire devant un tribunal. Que pensez-vous de cette affaire? Pensez-vous que Levy va finalement plaider coupable, ou tenter sa chance devant un jury? Et son ex-fiancé milliardaire, jusqu'où était-il réellement impliqué? Dites-nous votre avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'évolution de ce dossier, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle affaire. Je suis Jesse Weber, à bientôt sur Cidébar.